20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec cette importante saisie de drogue à Yoff Tongor. 28 kg de chanvre indien trouvés dans une auberge. La police des Parcelles Assainies a exploité une information anonyme avant de mettre la main sur 2 individus. À Thiès, les étudiants sont descendus dans les rues pour une marche pacifique. Ils déplorent la fermeture du campus social. Le recteur de son côté parle de difficultés financières. Le comité de suivi de la commission d'audit rassure sur la fiabilité du fichier électoral. Toutefois, il décèle des faiblesses concernant des erreurs sur le NIN, numéro d'identification national. Pour les candidats à la présidentielle, ils doivent déposer leur dossier du 11 au 26 décembre prochain. Le collectif des citoyens pour l'intégration au Sénégal s'indigne de la situation qui sévit en Guinée. Il a tenu cet après-midi une marche pacifique pour interpeller l'opinion sur la situation qui affecte les populations à Conakry. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Importante saisie de drogue à Yoff Tongor. Il a été trouvé sur 2 individus dans une auberge une quantité de 28 kg de chanvre indien. La police des Parcelles Assainies, qui a exploité une information anonyme, a mis la main sur la cam et a ouvert une enquête. Je vous propose d'écouter les explications du commissaire principal Mariam Diaw. Elle s'appelle et elle est interrogée par Adi Atala. Du jeudi 22 au vendredi 23 courant, nous avons opéré une importante saisie de chanvre indien dans une auberge à Yoff Tongor. Cette saisie a été effectuée suite à une dénonciation anonyme d'un individu qui nous avait informé qu'une quantité importante de chanvre indien venait d'être livrée et aussi transportée dans une auberge ici à Yoff Tongor. Donc, toute activité cessante, nous sommes allés faire nos investigations aux abords immédiats et à l'intérieur de l'auberge avec des éléments. Nous avons trouvé un individu de sexe masculin, âgé d'une trentaine d'années, avec 2 sacs de voyage contenant du chanvre indien. Donc, le chanvre au total pesait 28 kg. Il a jugé nécessaire de nous confier que le gérant de l'auberge était mêlé à ce trafic et qu'il était au courant de ses activités délictuelles. Donc le gérant aussi a été interpellé pour complicité. Les images de la BRP, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux de l'état-major de Saint-Louis. Dans son discours, le général Chersen a salué les efforts du gouvernement pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens dans les 14 régions du Sénégal. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Le commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Chersen, a procédé à l'inauguration du nouveau quartier de la compagnie et de la brigade territoriale de Saint-Louis. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, nationales et coutumières. L'édile de la vieille ville a profité de l'occasion pour saluer le travail remarquable de la gendarmerie auprès de la population saint-louisienne. C'est donc le lieu de vous adresser mes remerciements les plus appuyés pour le travail de tous les jours et aujourd'hui pour la construction de ce bâtiment imposant. De la même manière qu'il assure de meilleures conditions de travail à vos hommes, il nous procure le sentiment d'être mieux protégés. Pour le haut commandant de la gendarmerie nationale, ces nouveaux locaux vont participer au renforcement de la sécurité afin de garantir la mobilité des personnes et des biens. Ils vont aussi valoriser les conditions de travail du personnel dans l'axe nord. La réception officielle de ce beau joyau est le résultat du soutien financier important octroyé par le chef de l'État, chef suprême des armées, pour renforcer les moyens humains et matériels des forces de défense et de sécurité pour une meilleure protection du sanctuaire national. La gendarmerie nationale s'engage ainsi, à côté des autres forces de sécurité et de défense, à garantir le même niveau de sécurité pour tous les citoyens sur l'ensemble du territoire
sous sa responsabilité. Le directeur de la justice militaire n'a pas manqué de tendre la main aux Saint-Louisiens pour une collaboration pérenne. Votre contribution à l'effort de renseignement est primordiale. Elle passe par l'échange d'informations, la participation à la surveillance générale, ainsi que la dénonciation de tout fait suspect, insolite dans votre entourage. Saint-Louis a bénéficié de ce nouveau bijou qui aura pour objectif de valoriser les conditions de travail des gendarmes pour une meilleure sécurisation de l'axe nord. La marche pacifique des étudiants de l'université de Thiès, ils ont arpenté les rues de la capitale du rail pour déplorer la fermeture des restaurants du campus social. Le recteur de l'université de Thiès est sorti de sa réserve pour apporter des éclairages. Je vous propose de suivre cette correspondance signée Cheranta Diop et Seylatia. Les étudiants de l'université de Thiès ont organisé une marche pacifique pour exiger une solution à la fermeture des restaurants du campus social. Ce pays, avec toute la société civile qui s'y trouve, devrait avoir honte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les étudiants qui veulent travailler sont là en train de marcher parce qu'ils ne peuvent pas manger. Les restaurants sont fermés depuis le 20 à cause d'une dette insignifiante de 1 milliard de francs CFA que l'État doit aux repreneurs de l'université de Thiès. Nous rappelons encore une fois que l'UCAD, l'UGB ont subi le même sort et ils ont été payés. L'UCAD a été payé le 14 de ce mois et aujourd'hui nous sommes là en train de revendiquer notre droit qui est le plus bas des droits, la restauration. Nous déplorons encore une fois cette situation. Le recteur de l'université de Thiès, par le biais du chargé de communication du rectorat, apporte une clarification par rapport à la situation. Selon Touti Diop, des pourparlers sont entamés pour trouver les voies et moyens susceptibles de régler dans les plus brefs délais ce problème. Vous savez, depuis le 20 novembre, les restaurants universitaires ont été fermés pour des raisons financières. Les étudiants, ils sont dans leur rôle parce qu'ils marchent peut-être pour alerter l'opinion. Mais depuis que la situation a été portée aux autorités, elles sont en train de trouver les voies et moyens pour la solutionner. Le recteur les reçoit une fois par mois. La dernière audience, c'était le 25 octobre. La prochaine, c'est le 28 novembre. Et entre-temps, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais il y a toujours un dialogue et une veille permanente pour anticiper sur les besoins des étudiants. Les étudiants menacent de passer à la vitesse supérieure d'ici lundi si la situation n'évolue pas. Cheranta Diop, la question de la hausse des frais de scolarité en France pour les étudiants étrangers s'est invitée à l'ouverture du premier salon au cours Sainte-Marie de Anne. Le ministre de l'Éducation, Serine Baïkam, soutient que l'Hexagone est dans son droit pour le conseiller de la coopération et de l'action culturelle à l'ambassade de France au Sénégal, soutient que la question est à l'étude entre les deux pays. Ils se sont confiés à nos reporters Mambiram Diouf et Yafaraba. Troisième salon du genre, une initiative qu'apprécient beaucoup élèves et étudiants pour s'informer, être orientés et accompagnés afin de réussir dans leur parcours de formation. Ce salon, premier emploi, se tient cette année dans un contexte où l'État français veut opérer une hausse sur les frais d'inscription dans les universités pour les étudiants étrangers, une mesure discriminatoire, juge cet étudiant. Si financièrement on n'est pas bien assise, je pense que ça peut causer un problème pour certains. Mais dans d'autres cas, les gens qui ont le moyen, ils vont en bénéficier. Il y a une certaine discrimination qui peut se poser. Le Sénégal est le pays qui compte le plus d'étudiants en France. C'est en gros 4000 étudiants aujourd'hui qui partent vers la France et un peu plus de 10 000 étudiants qui étudient régulièrement en France. Les étudiants et les familles savent qu'elles vont y trouver des formations très intéressantes, des formations précieuses, des formations qualifiantes aussi pour leurs enfants. Nous sommes dans l'attente des instructions claires et précises pour pouvoir informer les autorités sénégalaises, mais également les familles et les étudiants qui s'adressent à Campus France. Amélioration de la politique éducative des offres aux étudiants sénégalais pour qu'ils poursuivent leurs études au Sénégal. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement, selon le ministre, qui laisse à la France la latitude de dérouler sa stratégie d'attractivité. Ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté de chaque État, parce que nous, quand on fixe nos frais d'inscription,
inscription ici dans nos universités, on ne demande la permission à personne. Donc maintenant, c'est au Sénégal, aux étudiants sénégalais et au Sénégal dans le cadre des bourses octroyées de s'adapter à cela. Place aux expositions donc à l'occasion de ce salon formation et premier emploi durant 2 jours, marqués également par des débats et conférences au profit des élèves et étudiants. Biram Diouf, Ande Gueusseum répond aux menaces du ministre de la Santé. Selon l'organisation, le syndicat a bien plus de problèmes que la diminution des salaires. Il appelle l'État du Sénégal à la discussion pour un règlement définitif de ce différend. Aïssatou Gueiba, Youssou Baro pour plus de détails. Un consensus face aux problèmes des syndicalistes de la coalition Ande Gueusseum, c'est ce que demande le président Ballo Dia-Thiam. Selon lui, toutes les réponses à leurs préoccupations ont été analysées. Ils ont attendu notre 10e plan d'action pour sortir les livrables. Après les livrables, ils nous ont donné rendez-vous pour le régime indemnitaire. Et jusqu'ici, ils ne daignent pas nous convier à une table de négociation pour nous dire voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Ils n'ont pas voulu le faire et pourtant ils l'ont fait pour d'autres gens. Et il a le devoir, il a même l'obligation de nous convier à une table de négociation. Je veux dire à travers lui, le ministre de la fonction publique et le ministre des Finances. Toutefois, le président de la coalition Ande Gueusseum annonce une marche. Nous allons continuer notre 15e plan d'action par cette grève les lundis 26, mardi 27 et mercredi 28. Nous allons marcher le mercredi 28 à Fatick. Et le 29, nous allons évaluer. Et au cours de l'évaluation, donc, nous tiendrons compte de toutes les propositions de la base. C'est des propositions de radicalisation à outrance. Il invite ainsi l'État à trouver des consensus pour que le problème soit réglé définitivement. La balle est dans son camp, ajoute-t-il. Les habitants de 34 villages de la zone de Saré-Bouya dans le département de Médina Yoro Fula, plutôt, ils ont battu le macadam pour réclamer des pistes de production de l'eau, de l'électricité et la désalinisation de leurs terres cultivables. Ils invitent le chef de l'État à venir voir de ses propres yeux l'absence dans leur zone du programme Puma destiné au développement des zones frontalières. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Situé à un jet de pierre de la frontière Sénégal-Gambie, les habitants de 34 villages de la zone de Saré-Yoro-Bouya dans le département de Médina Yoro Fula ont battu le macadam pour réclamer le désenclavement de leur localité. 34 villages. La zone de Saré-Yoro-Bouya compte 34 villages. Nous n'avons aucune route praticable. Les eaux de ruissellement ont gâté toutes nos routes. Demandez à l'État de nous aider à avoir de bonnes routes. Nous voulons vraiment une route reliant Pata à Saré-Yoro-Bouya. Le cas de cette route nous inquiète à plus d'un titre. Si vous parvenez à nous aider à faire cette route, nous pourrons remercier le bon Dieu. Tout notre espoir repose sur vous. Pendant l'hivernage, nul ne peut emprunter cet axe. Ils sont nombreux, nos malades qui ont rendu l'âme sur cet endroit. Les difficultés d'accès à l'eau potable, un manque d'ambulance et la salinisation de leurs rizières sont parmi les doléances de ces populations. Ils nous ont amené une charrette, soi-disant une ambulance. Quand il pleut, elle ne peut même pas se déplacer. La plupart des malades qu'on évacue à bord de cette ambulance meurent. Depuis 4 ans, ils sont en train de creuser un forage. Mais jusqu'à nos jours, nous n'avons aucune goutte d'eau potable. Nous avons vraiment besoin de cette eau potable. Ils invitent le chef de l'État à venir voir de ses propres yeux l'absence dans leur zone du programme Puma destiné au développement des zones frontalières. Le président n'a qu'à venir constater de visu, nous habitants des zones frontalières, nos conditions de vie. Il n'y a rien de bon ici, de là jusqu'à Pata. Il n'y a aucune infrastructure digne de son nom. C'est quand il sera sur place qu'il constatera nos dures conditions de vie. À cause de l'enclavement, tous les malades de ces localités sont transportés vers les postes de santé à bord de charrettes ou de motovitesse. Plusieurs villages, dont la commune de Simbanding Brassou, viennent de recevoir des ingénieurs italiens et ces derniers ont décidé de réaliser un barrage anti-sel pour la récupération de 10 000 hectares de terres salées dans le département de Goudomp. Bakary Conté. Presque impossible dans certaines rizières de Simbandi Brassou, ceci à cause de l'avancée de la langue salée. Avec nos parents, on a quand même vu l'eau douce
quand il y avait encore de l'eau douce dans les rizières. Bon, autant la récolte était bonne. Nous, bon, quand on était enfant, on nous dit voilà. Parce que nos parents nous disent bon, c'est pas la peine d'acheter le riz là, parce que bon, il y a le goût du sac, le goût du sac. Voilà, donc c'est dire qu'autant il y avait beaucoup de riz. Grâce au partenariat, la commune de Simbandi Brassou a bénéficié d'un vaste programme de récupération des terres salées. Voilà pourquoi le nom Mandeng, Balou au Salo, c'est en quelque sorte le pont barrage pour la vie, pour la survie, j'allais dire, parce que auparavant, n'est-ce pas, c'était des vallées qui avaient des rendements en riz. Mais malheureusement, avec l'envahissement du sel, on n'a pas pu, n'est-ce pas, actuellement, on ne reçoit pas un rendement estimé. Comme il l'a montré au niveau de la maquette, on va récupérer, je crois que 10 000 hectares de terre, de rizières. Ces ingénieurs italiens avancent aussi que ce projet permettra de désenclaver 25 villages. Notre organisation a fait les études techniques et scientifiques sur ce qui concerne les phénomènes d'intrusion de sel dans les Casamance et on a conçu un projet modèle pour la vallée de Tanaf. C'est un projet d'un pont barrage anti-sel qui va permettre la récupération de 10 000 hectares de rizières, le désenclavement de plus de 25 villages. À Sambukunda, les puits sont salés et tarissent vite. Ces ingénieurs italiens viennent de construire un puits amélioré avec un système de filtrage du sel. Retour à Dakar pour parler de politique à présent avec la fiabilité du fichier électoral. Le comité de suivi des recommandations de la mission d'audit rassure pour la structure. Le fichier est bon dans l'ensemble conformément aux impressions de l'audit mené par des experts internationaux. Toutefois, des faiblesses sont à noter concernant des erreurs sur le NIN, numéro d'identification national. Le dit comité faisait face à la presse cet après-midi. Son président Issa Sall, que je propose d'écouter, ces propos sont recueillis par Ibrahima Kane et Mardien. Point faible concerne des NIN, des numéros d'identification nationale, qui ont une longueur différente. Si vous connaissez bien votre numéro d'extrait de naissance, c'est de 5 chiffres qu'il faut pour le numéro. On a enregistré 6 chiffres dans certains lieux. C'est généralement à Touba que c'est arrivé. Et donc, parce que sûrement ils l'ont dépassé ou quelque chose comme ça. Mais il ne fallait pas quand même rejeter l'état civil et c'est pourquoi il y a eu ces problèmes et que les auditeurs ont trouvé. Ça, c'est un point faible. C'est un travail extrêmement fastidieux. Mais on peut considérer que tous ceux qui participent ici n'ont qu'une motivation, c'est de faire en sorte que le fichier soit le meilleur possible. En tout cas, le dépôt de candidature pour la présidentielle de 2019 est prévu du 11 au 26 décembre prochain. La Direction générale des élections a tenu un atelier ce matin pour expliquer aux candidats les procédures à respecter. Fatima Touré, Papsangone Mbaye. La Direction générale des élections a mis sur pied un dispositif permettant aux candidats à la présidentielle de déposer leur dossier de candidature. Elle apporte ses précisions sur les différentes procédures. Il s'agissait donc pour nous de commenter avec eux les dispositions pertinentes du code électoral, mais également les dispositions de la Constitution qui indiquent qui peut être candidat, quels sont les dossiers qui doivent être déposés au niveau du Conseil constitutionnel, qui indiquent quelles sont les modalités de déclaration de candidature et au final, comment même se fera l'impression des bulletins de vote. Pour un bon déroulement du scrutin, les candidats sont appelés à remplir les critères requis. Le premier modèle, c'est la déclaration de candidature, un modèle qui s'impose à tous les acteurs. Ce modèle indique la présentation du candidat, sa filiation, son âge, sa profession, mais également des déclarations sur l'honneur. La Direction générale des élections tient aussi à rassurer les candidats en cas d'invalidation de leur dossier. La loi donne la possibilité au Conseil de notifier à moins 43 jours du scrutin au mandataire du candidat
qu'il y a des problèmes sur sa liste et lui donne la possibilité, pendant 48 heures qui suivent cette notification, de procéder aux régularisations. Le coordinateur national de PUR, satisfait de la démarche administrative. Ah, parfaitement, je pense que c'est bien organisé. Ils nous ont donné tous les documents qui nous permettront de déposer facilement notre candidature. Le dépôt des dossiers de candidature démarre le 11 au 26 décembre. Les candidats auront 48 heures pour revoir le dossier en cas d'invalidation. L'heure est à la recherche de signatures pour ces candidats. 21 000, c'est le nombre justement de signatures collectées à Kaolack par Baïsis dans le cadre du parrainage. L'homme d'affaires a procédé à la remise des signatures au président de l'Assemblée nationale ce vendredi. Un objectif atteint selon lui. Baïsis n'a pas manqué de renouveler sa confiance au président Macky Sall qu'il soutient pleinement pour sa réélection pour 2019. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Kouba Matlo et Youssou Baro. Nous sommes venus pour respecter nos engagements vis-à-vis du président Macky Sall, à qui on avait promis de faire en sorte qu'il puisse, en tout cas au niveau des parrainages, collecter près de 80%. Donc, nous avons remis aujourd'hui un premier jet, on peut dire l'entrée, au président Moustapha Niasse de 21 000 parrainages. L'objectif que s'était fixé le président Macky Sall pour la commune de Kaolack, ce qui signifie que s'il y avait élection aujourd'hui, notre mouvement, en modeste personne, aurait fait passer au premier tour le président Macky Sall. Justement, le chef de l'État qui a inauguré ce jeudi la plateforme industrielle de Diamniadio, en financement sur fonds propres à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Macky Sall se projette sur la deuxième phase avec comme objectif la création de 23 000 emplois. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Pape Faraning et Youssou Baro. La première phase de ce projet a été financée entièrement par le gouvernement du Sénégal sur fonds propres, 25 milliards de nos francs. Au-delà de ces 25 milliards, il y a un investissement privé qui a aussi investi sur ce site pour créer des emplois. À cela s'ajoutent les 60 milliards, un financement de la Chine pour la deuxième phase du projet sur 58 hectares. Un parc automobile qui va générer 23 000 emplois, dont 15 000 directs et 8 000 indirects. Il sera le parc industriel le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest. Un véritable vecteur d'emploi pour les jeunes. Actuellement, plus de 1000 employés travaillent dans cette plateforme en lieu difficile d'accès, même si les chefs d'entreprise ont fait des efforts dans ce sens. Et c'est un reportage signé par Faraning et Youssou Baro. Plus de 1000 employés dans cette plateforme industrielle. La plupart sont des femmes et beaucoup d'entre elles n'habitent pas Diamniadio. Le transport est devenu un casse-tête. La majeure partie des filles viennent du département de Rufisque. Et il y a d'autres qui sont de Dakar. Venir, non, c'est pas difficile parce qu'elles sont transportées. Ils ont des bus ici qui leur prennent de 16 heures pour les amener ici, matin et soir. On a des transports des personnels. On donne aussi à manger. Elle fabrique des tenues de sport, des boubous sénégalais de haute couture dont la plupart est destinée à l'exportation. Même des industries qui sont capables en tout cas de prendre en charge cette question-là avec des ingénieurs sénégalais. Et plus loin, vous voyez au niveau de la couture. Donc vous avez également une forte, en tout cas, dose de jeunes qui sont là. Toutefois, les conditions pour ouvrir des entreprises dans ce parc automobile sont favorables pour les PME. Ici, c'est une zone économique spéciale. Quand on parle de zone économique spéciale, ça se distingue donc des zones qui sont versées dans le droit commun. Il y a donc des avantages fiscaux et d'autres avantages qui sont conférés à cette plateforme, donc à cette zone économique spéciale. Et pour y entrer, il faudra, disons, réunir des critères, ce qu'on appelle des critères d'éligibilité.
Parmi ces critères d'éligibilité, il faut d'abord un niveau d'investissement minimum qu'il faudra satisfaire, mais également être une entreprise légère, manufacturière, non polluante. Mais également, il faudrait faire de sorte à créer de l'emploi, et nous avons mis un critère de 5 emplois par 100 mètres carrés. Donc on ne peut pas le mettre très haut, 500 millions c'est très bien déjà. Les entreprises ont aussi la vocation de former les jeunes et d'absorber le taux de chômage au Sénégal. Une première au Sénégal, une entreprise qui fabrique des cartes bancaires. Il s'agit de Sewacard, possible grâce à un partenariat sénégalo-allemand. Découverte dans cet élément signé Pape Faraning et Youssou Baro. L'attraction de cette plateforme industrielle est l'entreprise Sewacard. Désormais, les cartes bancaires seront fabriquées au Sénégal grâce à un financement allemand pour booster le secteur numérique sénégalais. Sewacard est comme une start-up. Et donc, ces groupes bancaires ont réussi aujourd'hui à faire confiance à une start-up, à financer ce projet et à l'accompagner parce qu'ils ont cru à l'esprit créatif de ce groupe. Et donc, ce qu'il faut annoncer, il ne faut pas que, aussi au Sénégal, que les gens qui ont des idées, qu'ils puissent essayer de développer leurs idées pour pouvoir accéder au financement. Ce sont des possibilités qui existent. Avant même ces activités, Sewacard a gagné plusieurs marchés de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs commandes étaient sur sa table. Avant même de démarrer, on a eu la chance d'avoir des commandes de cartes bancaires. Donc il y a des organisations interprofessionnelles en Côte d'Ivoire qui nous ont commandé des cartes. Il y a des organisations administratives à Ouagadougou qui nous ont commandé des cartes. Et il y a d'autres types d'organisations de ce genre commercial comme l'INACOA et comme l'INACOPEXI qui nous ont commandé des cartes. Avant même qu'on ne démarre, on vendait des cartes prépayées. Ces cartes étaient fabriquées à l'étranger aussi. Un vecteur d'emploi pour notre pays, car la plupart des gens qui y travaillent sont des Sénégalais. On a pu recruter sur la base d'un appel d'offres, on appelle la candidature, 150 personnes qui ont été sélectionnées après un entretien de 3500 personnes. Donc ces 150 personnes aujourd'hui ont reçu une formation de 3 mois pour une mise à niveau et Interest Datacar, qui est notre partenaire technique, et Visa aujourd'hui complète la formation par 2 mois pratiques qui vont les permettre d'être complètement autonomes sur la chaîne de production de A à Z. Des cartes ont été fabriquées sur place afin d'assurer la clientèle sur la rapidité et la fiabilité du travail de cette entreprise. Pape Faraning, je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, non à la tension qui sévit en Guinée. Le collectif des citoyens pour l'intégration au Sénégal s'est levé pour une marche pacifique organisée dans le but d'interpeller l'opinion sur la situation désastreuse qui affecte les populations. C'est un reportage signé Suzanne Sek et Youssou Baro. Ça suffit, c'est le cri lancé par la jeunesse guinéenne. Le collectif des citoyens guinéens pour l'intégration au Sénégal déplore la crise politico-sociale qui secoue la Guinée-Conakry. Cette marche, c'est pour dénoncer les exactions qui sont en train de se passer en Guinée. Le monde entier est au courant que depuis un certain temps, il y a l'armée qui rentre dans les concessions des gens pour agresser, violer les femmes et tuer des gens. Et on sait que la vie humaine est sacrée dans tous les pays du monde, sauf en Guinée, où c'est l'armée qui devrait les protéger, qui est autorisée à les tuer. Déterminée, cette jeunesse dénonce ces tensions qui affectent les populations et réclame justice et paix pour tous. La seule voie pour nous faire entendre, c'est la voie pacifique, c'est les marches pacifiques, c'est les dénonciations au niveau des institutions internationales, c'est toute la pression qu'on peut faire sur le pouvoir, parce qu'on ne peut pas prendre les armes pour rentrer agresser le pays. La situation catastrophique de la Guinée en ce moment ne laisse pas indifférents ces citoyens qui estiment que l'ethnocentrisme en est la cause principale. Ils ont déplacé le débat de la politique vers un débat ethnique parce qu'ils ont refusé sur le territoire guinéen qu'il y ait des régions de la Guinée qui ne devaient pas être gouvernées par d'autres ethnies. Je ne sais pas au nom de quoi on traite certaines d'allogènes, d'autres dans certaines localités du pays. Ces citoyens guinéens réunis autour du collectif comptent se faire entendre sans violence pour interpeller leurs autorités à prendre conscience de l'ampleur de ces violences qui affectent la stabilité et le développement du pays.
avec la 4e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Génération Foot tenue en échec à Déni Biramdao par le Stade de Mbour. Score final 0 but partout. Génération Foot qui garde tout de même la place de leader provisoire de ce championnat avec 8 points devant Tenguet FC. Et puis le Jaraaf de Dakar a partagé les points avec l'AS Douanes en match nul en but partout malgré une multitude d'occasions pour les Médinois, surtout en première période. Compte rendu signé sur Sadibou Diarra et Mardien. Jaraaf n'y arrive toujours pas. Après 4 journées de Ligue 1, le champion en titre n'a pu goûter à la victoire. Pourtant, face à l'AS Douanes, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Dominateur sans réussite en première mi-temps, il parvient à ouvrir le score au retour des vestiaires par Abdourahmane Ba. Une avance de courte durée, les Gabolous égalisent à la 70e minute par Saliou Gueye. Plus rien ne sera marqué en dépit d'occasion de part et d'autre. Match nul, un but partout. Comme on dit en français, dominer n'est pas gagner. Parce que l'adversaire, quand même, malgré qu'on a joué contre le vent, je pense qu'on avait la maîtrise totale du jeu. D'abord, il n'y a eu aucune frappe de l'équipe adverse dans notre but. Mais dès qu'on a ouvert le score, c'est qu'on a trop vite reculé. Et là, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que je pense qu'il y avait de la place. Parce que l'équipe de la Douane était ultra défensive. Ils ont subi. Mais nous aussi, à un moment donné, on a bafoué notre jeu. On n'a pas continué à jouer comme on l'avait fait auparavant. L'AS Douane, de son côté, est satisfaite par le partage des points. En premier mi-temps, ils nous ont gagné à l'envie. Mais en deuxième mi-temps, on a rectifié. On est revenu à la hauteur. Avec un but, on a égalisé. Je crois que le partage des points est juste et équitable. On va continuer le travail. On n'est pas prétentieux. On savait qu'on allait chercher un résultat positif. Le résultat positif, ça veut dire 3 points, 1 point. Là, on a 6 points avec plus 1, c'est 7 points. Il y a des adversaires plus abordables que le Jaraaf. Si on récolte 1 point à l'extérieur contre Jaraaf, on ne va pas cracher dessus. C'est un Jaraaf sans victoire qui va débuter sa campagne africaine le 27 novembre prochain. Une situation qui ne le dérange pas. C'est des contextes différents. Pour moi, on peut faire mieux même ce qu'on fait au Sénégal. Pour moi, le football, on ne décrète pas. Le football, ce n'est pas quelque chose qu'on prépare ou qu'on maîtrise. Parce que c'était bien même de gagner pour affronter l'équipe togolaise, mais c'est différent quand même. Avec 3 points, Jaraaf est tout juste au-dessus des relégables, alors que l'AS Douanes est sur le podium, en attendant l'issue de la 4e journée ce week-end. La suite de cette 4e journée ce week-end. Cher Sadibou Diarra, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.